maladie rare. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne journée à notre écoute. Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Christine. Allez, on va bientôt clôturer ce mois de mars. Le week-end de Pâques arrive. Vous allez chercher les chocolats? Tu viens de Noël, j'allais chercher les cocos. Les cocos dans le jardin. Les cocos dans le jardin. On vous disait aussi ça dans l'enfance, ce sont les cloches. Moi j'ai une enfance compliquée, donc d'accord. n'allons pas là-dessus. Bon, aujourd'hui, on est ravis de recevoir. Elle a été l'une des figures, elle l'est toujours d'ailleurs, et pour toujours, une des figures de la Starac 2. C'est Emma Domas. Bonjour Emma. Bonjour à tous les deux. Une chanteuse, on va vous découvrir dans un nouveau single, enfin une reprise d'un titre qu'on a bien connu avec vous, et une actualité. On est ravis de vous recevoir. On va parler de musique, on va parler de ces émissions à la télévision qui font révéler des talents. Mais est-ce que vous êtes fière d'être celle qui incarne cette Starac 2 où il y avait quand même une pléiade de personnalités de la chanson aujourd'hui? Je suis pas la seule à l'incarner. On est effectivement, il y a eu des figures marquantes dans cette saison 2 de la Starac. Nolwenn Leroy, qui a gagné. Bien sûr, Nolwenn, Jérémy Châtelain aussi, Norélie Konaté, Georges Alain. On est Anne-Laure Cibon. Enfin, on est vraiment effectivement une équipe qui ont marqué les gens, parce que je pense que déjà on était un groupe, on était un bon groupe, on était des super potes et on est des amis pour la vie. Donc. Et en plus, il y avait eu la Starac 1. Vous étiez déjà un peu, vous compreniez déjà la mécanique, mais tout en étant quand même. Vous êtes sûr qu'il y a eu la Starac 1 un peu avant la Starac 2? Mais non, mais bien sûr qu'il y a eu. Vous êtes sûr? Non, je vous taquine. Il y a eu effectivement cette Starac 1, mais qui, selon moi, a peut-être essuyé les plâtres des débuts. C'est-à-dire qu'il se cherchait encore, le programme se cherchait, les candidats aussi. Donc, moi, j'avais pas regardé tout ce qui était quotidienne, etc., parce que j'étais pas très télé-réalité. Mais c'est vrai que sur les primes, on sentait, même les artistes avaient du mal à venir. On avait du mal à inviter des gens sur les plateaux. Et nous, on a eu la chance qu'en fait, une fois essuyé ces plâtres et ce rodage, l'émission s'est lancée et ça a été l'explosion, et nous avons vécu cette ascension. On pourra en parler, mais avec ça. Qu'est-ce qui vous reste d'avoir chanté avec Johnny Hallyday? Eh bien, c'est une expérience extraordinaire, vraiment, au sens propre. C'était une personnalité, un caractère très très fort, mais à la fois aussi très simple, en fait, très simple, très accessible, très humain, très généreux, mais avec une présence, une prestance en scène, une incarnation. Vous vous souvenez d'une parole qu'il vous a dit? Non, pas d'une parole, parce qu'il était pas très volubile, mais par contre de nous avoir laissé totalement carte blanche dans la façon d'interpréter les choses, et de nous accompagner par le regard. Moi, je me souviens de son regard. Et puis aussi de l'ambiance en loge, parce qu'il nous avait reçus. C'est un des rares artistes qui nous ait reçus en loge avant de chanter. Oui. Et là, vous étiez comment tous? On était un peu impressionnés. Le boss. Et Laetitia nous avait fait des petits cadeaux à toutes les filles qui allaient chanter avec lui. Enfin, il y avait quelque chose de très amical. Vous l'avez toujours, ce cadeau de Laetitia? J'ai honte, mais en fait c'est pas que j'ai honte, j'ai pas à avoir honte, mais je me suis fait voler plein d'affaires de cette époque-là, et ça en faisait partie, malheureusement. C'était un petit bracelet très mignon. C'est vrai? Incroyable. Oui. Alors on va passer au zapping, si vous le voulez bien, de ce qui s'est passé ces dernières 24 heures à la télé. Sud Radio Média, l'instant zapping. Les collèges et les lycées sont sous pression avec les menaces d'attentats qui se multiplient. Alors évidemment, un rien peut faire enflammer un lycée, comme hier, je ne sais pas si vous avez suivi, Christine, un lycée de Castelnaudary, où il y a eu une alerte à la bombe qui a créé un mouvement de panique. C'était dans le Trésor de France 2. Une sirène retentit dans la cour de cet établissement. Des gendarmes lourdement armés pénètrent dans ce lycée de Castelnaudary. Le chef d'établissement vous demande d'appliquer... Un homme vient d'appeler le commissariat pour signaler la présence d'une bombe. 50 gendarmes sécurisent la zone. Ils ordonnent aux 1500 lycéens et à leurs enseignants de se confiner dans leur classe. Certains élèves vont rester 3 heures, barricadés sous leur bureau. Assis par terre et au milieu de la salle, pas contre les fenêtres ni contre la porte. Et les téléphones éteints? Ouais, les téléphones éteints. Et une fois qu'on a vu notre prof barricader les portes, tout ça, être vraiment dans le truc, on a eu un peu peur, quoi.
Oui, on rappelle que c'est l'exercice classique que font les élèves dès qu'il y a la moindre intrusion. Un jeune homme a été arrêté visiblement sur les histoires d'alerte à la bombe et les alertes sur les réseaux numériques terrestres. Donc c'est en cours, mais c'est vrai que c'est à prendre très au sérieux. Et puis l'angoisse des parents. L'angoisse des parents, mais surtout l'angoisse des élèves qui ne savent pas très bien ce qui est en train de leur arriver avec leurs enseignants et tout le personnel de l'éducation nationale. Ils n'ont pas besoin de ça en ce moment. Alors je ne sais pas si vous avez connu à une certaine époque l'uniforme à l'école, mais à Puteaux, ils ont découvert que leur uniforme, au lieu d'être fabriqué en Europe, l'était au Bangladesh et au Pakistan. Révolte des parents sur BFM. C'était un moment que Johanna attendait depuis plusieurs semaines. L'arrivée des uniformes que ses enfants âgés de 6 et 9 ans doivent désormais porter à l'école. Une expérimentation lancée par la mairie de Puteaux dans 3 établissements de la commune. Mais le week-end dernier, au moment de retirer les uniformes en mairie, de nombreux parents ont fait une découverte surprenante en regardant de plus près les étiquettes. Effectivement, c'est pas Made in Europe, ni Made in France, mais Made in Bangladesh et Pakistan. Moi, je trouvais ça lamentable, parce que ce qui avait été proposé, en tout cas, c'était que les vêtements soient Made in Europe. Car lors de la commande, les uniformes devaient être fabriqués au Portugal et de manière éco-responsable. Une situation qui divise les familles à la sortie de l'école. C'est un peu dommage, ça aurait été bien du Made in Europe, mais bon, si la mairie s'est fait avoir... Vous imaginez, c'est des enfants qui travaillent pour d'autres enfants. Parce qu'on peut imaginer qu'au Bangladesh et au Pakistan, les conditions sont pas du ce tout les mêmes, sont des enfants qui ont fabriqué les uniformes. Ça vous laisse pensive? J'ai envie de faire... Mais comme beaucoup de ce genre de sujet, en fait, cette mondialisation amène à de la sauvagerie brute. Et ça me désole, si ce n'est, ça m'angoisse terriblement. Hier, Florence Foresti était l'invitée de C'est à vous pour présenter son spectacle qui va être diffusé sur Canal+, Boys, Boys, Boys. Garçon, garçon, garçon. Je sais que vous parlez pas forcément anglais. Anglais, non. C'est allemand première langue. Je fais la traduction allemand. Comment on dit garçon en allemand? Mädchen. Mädchen. Et justement, elle a voulu parler de ces hommes féministes qui existent. Elle a pris la défense des hommes. Oui, j'avais envie d'apporter un peu de nuance et surtout de rendre hommage à une certaine partie de la population masculine que moi, je connais et je fréquente et qui sont plutôt des hommes extraordinaires, à commencer par mon père qui était mon premier modèle masculin, qui était vraiment et qui est toujours un modèle de gentillesse et de loyauté. Et puis tous les hommes qui ont jalonné mon parcours, mon co-auteur, mes amoureux, enfin les amoureux que j'ai pu avoir dans ma vie. Sous la contrainte. Oui, évidemment, ils n'ont pas eu le choix, eux, mais moi en tout cas. Donc j'avais un peu envie de mettre en lumière ces hommes-là qui sont de notre côté, qui sont féministes, qui sont la grande majorité des hommes, faut pas déconner. Vous êtes quelle tendance? Vous êtes une tendance woke ou pas? Je suis une tendance nuance comme Florence Foresti en fait. Je reconnais et je m'insurge contre ce qui pollue, on va dire, enfin toutes les inégalités qui peuvent polluer le lien entre les hommes et les femmes et qui ont été instaurées par un système patriarcal à mon avis très injuste. Et en même temps, je reconnais que en tout homme il y a, moi vous savez, je suis très, j'essaye de trouver toujours ce qu'on appelle le féminin sacré, c'est-à-dire l'essence du féminin, et je crois qu'il y a un masculin sacré aussi, et que la tendance ce serait plutôt que chacun essaye de se connecter à cette essence-là, hommes et femmes, pour trouver de l'apaisement dans nos liens, tout simplement. Juste du respect entre les uns et les autres. Exactement, entre des humains en fait. C'est vrai que je suis plus humaniste que féministe, même si au sein de l'humanisme on s'érige contre toutes les inégalités. Et le mouvement MeToo qu'on voit un peu partout, le cinéma, ce qu'a pu dire est révélé par exemple Judith Godrèche. Ça me touche beaucoup. Ça vous touche, ouais. Bien sûr, ça me touche beaucoup et je pense que c'est fondamental de le révéler, c'est fondamental de le combattre, de changer ce système, et en même temps, je pense qu'il faut le faire avec pédagogie et douceur. Il y en a qui l'ont critiqué parce que en disant à l'époque elle aurait pu comprendre que c'était pas normal, etc. Je trouve ça très bête. Je pense que les gens qui disent ça ne savent pas ce que veut dire un choc post-traumatique et comprendre l'emprise et surtout l'emprise d'un adulte sur un enfant. Déjà l'emprise d'un pervers sur un être, c'est terrible. Alors l'emprise d'un pervers sur un enfant, je pense qu'il faut vraiment pas avoir beaucoup d'empathie ou en tout cas de connaissance sur le sujet pour critiquer Judith Godrèche à cet endroit. Est-ce que le monde de la musique est tout aussi dangereux que le monde du cinéma? On vous a fait des mauvaises propositions?
Des mauvaises propositions, je dirais pas. Je pense qu'effectivement, c'était dans la tendance, et ça l'est toujours un peu, on va dire, d'essayer de manipuler les êtres au service de quelque chose qui va aller dans le sens peut-être du commercial, ou de ce qui se vend, ou de ce qui va marcher, quitte à pas écouter les intuitions et les envies de la personne. Et moi, je me suis, c'est vrai, de temps en temps battue un peu contre ça, parce que je me suis sentie un petit peu trop contrainte dans certains formats qui ne me convenaient pas. Et comme j'étais une jeune fille qui en plus venait d'un télécrochet, peut-être qu'on se l'est un petit peu plus permis avec moi. Bon, Christine et Emma, j'ai pris des risques pour vous deux. Je reviens du front, je reviens de la guerre. De Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Oh mon Dieu. Ça continue. Sortez les casques. Et oui, sortez les casques. Telle Zadig de Voltaire, la Natacha Saint-Pierre a demandé aux danseurs et aux personnalités s'ils étaient plutôt pain au chocolat ou chocolatine. Mais en fait, en filigrane, elle était le pain au chocolat et Inès la chocolatine. C'est du codage? Évidemment. Écoutez. Alors écoutez tout le monde, je suis à table et ça suffit. Il faut prendre la parole sur un sujet brûlant, des questions que tout le monde se pose, et je vais leur demander vraiment quelle est leur opinion, de quel côté ils sont. Roman. Oui. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat depuis le début, et je n'arrive pas à voir comment d'autres personnes peuvent penser autrement. Si je me mets des gens à dos, je suis désolé. Merci. Vous me demandez mon avis, je vous le donne. Il faut prendre des positions dans la vie, il faut pas se déliner. On dit pain au chocolat, pas chocolatine. Désolé. Anna, t'es quoi toi? Pain au chocolat. Désolé. La question ne se pose même pas pain au chocolat, les amis. Jordan. Chocolatine direct. Et puis il y avait... Je rappelle que le mot emblématique, c'est la chocolatine. Oui. Mais vous avez bien compris que c'était pas le sujet. Moi, je dirais peu importe le mot, c'est bon. Voilà. Et alors, ce que n'a pas apprécié Inès Reg, c'est que dans ce petit montage qu'elle a fait pour son Instagram, elle a interrogé Christophe Elicata, qui est le danseur d'Inès Reg. Alors tout ça enflamme. Mon Dieu, j'ai du mal à suivre, mais je vous fais confiance. Et du coup, la vidéo à la demande d'Inès Reg et de TF1 a disparu d'Instagram. Est-ce qu'il y avait une guerre comme ça entre les élèves ou pas? Des chipotages, bien sûr qu'on en a eu des chipotages, mais en même temps, enfermer 18 personnes pendant 4 mois dans un huis clos, c'est fait pour qu'il y ait des chipotages. Maintenant, il n'y a jamais eu des choses, je veux dire, suffisamment grave. On a été, bien sûr qu'on a passé l'éponge. Il fallait vivre cette expérience, il fallait vivre cette aventure. C'est dommage de se la polluer. C'est une aventure quand même extraordinaire. Encore une fois, c'est dommage de se la polluer avec ce genre de problématique. Puis nous, on avait une tournée à assurer avec 97 dates derrière. Il fallait qu'on se soutienne et voilà, et qu'on soit solidaire. Bon, alors il a tous les talents. C'est à la chanteuse que je vais parler. Alors il restera secret. Je vous propose en fait, Emma, d'écouter en aparté où Nathalie Lévy a fait découvrir le talent d'un chanteur qui est un immense comédien, et je ne savais pas qui chantait. Alors écoutez sa voix et après je vous révélerai qui c'est. Vous me faites chanter, c'est exceptionnel. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money. Non mais j'ai son visage, mais j'ai plus son nom. Qui joue dans La Vérité si je mens? Non, je pense que c'est introuvable. C'est François Civil. Non. C'est François Civil qui chante et qui joue du piano. C'est lui qui est au piano, c'est lui qui chante. Incroyable, non? Exactement. Ah bah oui, il a décidément tous les talents. Ah, c'est ce que j'ai dit dans mon lancement. Allez, on continue avec vous. Vous restez là, Emma Domas. On continue la conversation avec vous jusqu'à 10h30 sur Sud Radio. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Christine Bouillot, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour.
écoute de la bonne musique sur Sud Radio ce matin. Toujours. Il y a le loft régulièrement avec quelque chose. Et oui, tout à fait. Revenir 20 ans après ce titre qui marque en fait Tu seras. Pourquoi revenir aux origines, l'orchestration, enfin tout ça, Emma Domas? Il y a eu 2 éléments majeurs dans ma vie l'année dernière. Déjà, j'ai eu 40 ans. Ce qui est une étape dans la vie d'une femme. Vous confirmez, Christine? Oui, c'est ça. Vous savez qu'on a du mal à l'imaginer quand on vous voit et que on s'en est parlé un peu avant la prise d'antenne. C'est vrai que beaucoup de gens restent à cette image d'adolescente de la Starac. Moi, j'ai du mal à vous voir comme une femme. Justement, il y a quelque chose qui a été très cristallisé. Moi, je considère que la sortie de Tu seras, c'est vraiment mon début de carrière solo, on va dire. C'est ce qui a marqué les gens et qui m'a permis de passer du statut d'Emma de la Starac à Emma Domas, et c'est une chanson qui a beaucoup marqué parce que c'est une chanson très forte. Mais moi, j'ai vécu beaucoup de choses entre-temps, en 20 ans, et c'est vrai que j'avais envie de faire un petit clin d'œil, un petit rituel de passage pour cet anniversaire qui marque donc mes 20 ans de carrière, mais aussi du coup d'en profiter pour parler de celle que je suis devenue. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait juste un remix ou un remaster de la version originale. Non, on a complètement reproduit le titre que j'ai rechanté, que j'ai réinterprété. Voilà, avec le groupe Blancas qui m'a offert cette chanson il y a 20 ans, et avec Johan, et donc le compositeur, et son fils aussi. Donc c'est une histoire de transmission, parce qu'il avait 2 ans à l'époque de la sortie de Tu seras, maintenant il en a 22, et il a retravaillé avec nous sur l'habillage du titre. Donc voilà, on a essayé d'en faire quelque chose à la fois qui puise dans les origines de Tu seras, avec cette guitare rock très en avant, très sensuelle et très électrique, et à la fois un peu plus dans l'air de ce temps où maintenant on écoute beaucoup de musique urbaine, donc on a une rythmique différente, on a des synthés 80s, et voilà, et puis je pense que ma façon aussi de l'interpréter et d'aborder ce texte aujourd'hui, ce texte qui pour moi à l'époque représentait quelque chose de l'ordre de l'adolescence, et maintenant que je me permets de me réapproprier comme une femme, voilà, pour moi c'était intéressant. Vous auriez pu dire je suis. Après Tu seras et réécrire les paroles. Je regarde toujours vers l'avenir. Finalement, je suis devenu ça ici. Qu'est-ce que vous avez envie de chanter maintenant? Qu'est-ce que la femme de 40 ans, justement, puisqu'on parle de ça, ça serait quoi l'album idéal? Quels seraient les thèmes que vous aimeriez aborder? En 20 ans, j'ai énormément navigué. J'ai sorti 5 albums. Je me suis vraiment, on va dire, de plus en plus illustrée en tant qu'autrice, compositrice, parce que c'est vrai, quand on sort d'un télécrochet, on est identifié pour être une interprète. Moi, j'ai beaucoup travaillé mon écriture, ma composition, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans mes chansons, je parle beaucoup plus, évidemment, de thèmes de société, par le regard que je peux effectivement en avoir. Moi, je me sers toujours de moi comme matière première, mais en me posant toujours la question de la pertinence par rapport à ce que ça veut dire dans le monde, à l'universalité en fait de ce que je vis, de mes émotions, de mes sentiments, de mes épreuves, de mes questions existentielles. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans cette société-là? Et parce que pour moi, le rôle d'un artiste, c'est de faire le lien entre les gens et de parler des gens. Et Gilles, si c'était à refaire, ce parcours-là, oui, bien sûr, évidemment. Même si on sent que c'est quand même difficile de sortir, ça prend plus de temps de sortir de cette étiquette du télécrochet pour être une actrice pleine et entière. Oui, bien sûr, ça prend énormément de temps pour s'affirmer, pour sortir. Vous disiez, Gilles, encore qu'on a du mal à m'imaginer différemment que comme il y a 22 ans et qu'on m'a cristallisé à une époque. Mais moi, je suis quelqu'un qui est hors cadre, qui a toujours été hors cadre, qui a toujours refusé. Donc j'ai toujours bougé, j'ai toujours été en mouvement, et je me suis jamais laissé prendre par la projection que les gens ont de moi et ont fait de moi, et donc j'ai toujours avancé en fait. Et à votre enfant, vous avez dit maman a été très connue? Ou maman est très connue ou pas? C'est pas moi qui l'ai dit, mais ils s'en sont rendus compte. Ils ont voulu regarder la Starac de l'époque ou pas? De temps en temps, je leur montre quelques images, surtout que depuis qu'elle a recommencé et qu'ils voient, qu'ils voient ce que ça veut dire la Starac. De temps en temps. Ça vous a fait quoi alors d'aller voir la Starac cette année? Aller au château. D'aller au château. Alors je suis pas allée au château, je suis allée sur le Pride. Ouais, c'était un très beau cadeau, surtout qu'ils m'ont très bien servi. Voilà, j'ai chanté des chansons de Serge Lama, et ça a été un moment très très fort, très très doux et très fort à la fois. Et j'ai adoré cette nouvelle promo, et c'était le bon moment, je crois, pour moi. Vous avez dit, je trahis un secret hors micro, en disant celle-là, elle va rester
la promo qui a eu lieu cette année, elle bat presque toutes les promos, même la mienne et celle d'avant. Non, mais c'est vrai. Ah je pense qu'en termes de qualité artistique, humaine, ils ont coché beaucoup de cases, et que effectivement, il y a des ponts à faire entre ma promo et la leur, parce que effectivement, ce sont 2 promos qui ont marqué. Mais la leur, en plus, elle est très actuelle, et je trouve que il y a des très belles personnalités. Alors pourquoi ils vous ont fait appel à vous pour Serge Lama? Il faut dire que à la 2e Starac, ce rendez-vous avec Serge Lama est inoubliable. Je suis malade, parfaitement malade. Ça arrive, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que je t'en fous. Comme un rocher, comme un péché. Bon, après, c'est une chanson tellement... Est-ce que chanson nostalgique. Un monument. Nostalgique, jamais, mais par contre, très ému. Ouais. Ah ouais. Oui, c'est toujours un grand moment d'émotion. Ça me met toujours plein de petits frissons, très agréable. Et puisqu'on parle justement de forte personnalité, je peux pas m'empêcher de vous poser la question à vous, la chanteuse, l'interprète, l'auteur de cette... si on vous proposait de chanter pour les JO? Je pense qu'on ne le fera pas, mais oui, pourquoi pas, ce serait rigolo. Vous me parlez d'Aya Nakamura, c'est ça, Christine? Absolument. Cette polémique, ça vous désole, ça? Mais les polémiques en général me désolent, je pense que c'est quand même fou. Mais ce que j'en pense très concrètement, c'est que je trouve ça très normal, logique qu'on ait proposé à Aya Nakamura, qui est la chanteuse la plus écoutée dans le monde, de chanter pour cet événement que sont les JO. Et je suis contente qu'on lui ait pas demandé de chanter une chanson à elle, parce que personnellement, ça m'aurait fait du mal. Mais vous pouvez pas dire ça? Non, si, je peux le dire. Enfin, je n'aime pas les chansons d'Aya Nakamura personnellement, et j'en ai tout à fait le droit, et je suis ravie pour elle, que ça marche pour elle, et c'est super pour elle. Vas-y Aya, défonce tout avec ta musique. Moi, je ne l'écoute pas, et je trouve ça très beau qu'on lui ait proposé de chanter une chanson d'Edith Piaf, qui elle-même en son temps était une chanteuse, la chanteuse française la plus écoutée dans le monde. Et pour moi, ça fait sens. C'est une proposition cohérente qui fait sens, même si je n'aime pas les chansons d'Aya Nakamura. Alors, quand on est même le matin, il y a une chanson que vous avez chantée d'Edith Piaf qui est Mon Dieu. Ouais. Si les gens ont écouté vos albums et votre carrière, donc moi j'ai un peu travaillé, je sais que vous avez chanté Mon Dieu. Ça donnait quoi, Mon Dieu, par Emma Domas? Waouh, ça fait très longtemps. C'est une chanson que je chantais sur mes premiers bals, concours de chant. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, 2 jours, 8 jours, laissez-le-moi encore un peu à moi. Bravo, parce que le matin, sans chauffer, sans la prévenir, je vous promets à nos auditeurs que je n'ai pas prévenu Emma Domas. On arrive, c'est bientôt la fin, mais je voulais savoir, là il y a la tournée qui démarre, il y a les dates, où est-ce qu'on peut vous retrouver? On peut voir sur tous mes réseaux, vous allez vous taper Emma Domas les officiel, tournées, vous allez les voir. festivals? Oui, plein de showcases, des concerts, des festivals jusqu'au mois d'août, on a des dates, et puis on aura encore certainement à la fin de l'année. On est vraiment concentré sur l'opération 20 ans anniversaire, donc on va retracer un peu tous mes 20 ans de carrière, mon parcours en musique, printemps-été. Super. Et puis si jamais Aya Nakamura est à la grippe, on vous propose Emma Domas qui chantera Mon Dieu. Mon Dieu. Voilà. C'est ça, apparemment. Bon, écoutez, à tous les cas, on va vous suivre. Ça peut arriver d'être malade. Et bien sûr. Ah non, là, elle n'a pas le droit. Merci Emma, merci infiniment d'être passée nous voir ce matin, de parler de musique. Ça fait ô combien du bien. Dans un instant, on va voir Laura Tenucci qui va nous parler du podcaston, cette opération caritative qui va se terminer avec la fin du mois dans la lutte contre le cancer. Allez, on y revient dans un instant. Bon vent, Emma. Merci à vous aussi. Merci, à bientôt. Le 10h midi, Sud Radio Média. Christine Bouillot, Gilles Gansman, Sud Radio.
Le supplément média. En compagnie de quelqu'un qui connaît bien la maison. Mais oui. Qui s'est juste trompé d'adresse parce qu'on a déménagé dans Paris. Donc voilà, mais ce qui est normal parce qu'on est là depuis peu longtemps. C'est Laura Thénoudy. Bonjour Laura. Bonjour, je suis ravie d'être là. Nous on est ravis de vous recevoir aussi. On vous connaît bien sur Sud Radio aussi, sur France Télévisions, Laura du Web. Je vais pas tout dire, mais on parle du. Nous aussi on a une Laura du Web en plus. C'est vrai. Mais oui, on a une Laura du Web. C'est ma fille, vous avez recruté ma fille? Non, on a Laura qui travaille pour le web chez nous, on l'appelle Laura du Web. Alors on va faire un coup de projecteur avec vous sur le podcaston qui a démarré le 25 et jusqu'à la fin du mois, le 31 mars. Exact, jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche, voilà, pour soutenir le monde associatif. Alors on va réexpliquer à nos auditeurs le podcaston, mais le podcast en lui-même, c'est tout ce qu'on peut retrouver sur sudradio.fr, sur nos applications, sur toutes les applications aujourd'hui, de ce qui est contenu audio. Exactement, donc ça va de l'émission de télévision à l'interview et même au récit, puisqu'il y a des podcasts qui racontent des histoires de crimes, d'amour, il y a tout. En fait, on peut tout faire avec le podcast, c'est ça qui est extraordinaire. Il y a tous les sujets. Tous les sujets sont abordés. C'est ça. Alors on les retrouve évidemment sur les plateformes, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple. On les retrouve partout. Alors, il y en a vraiment. Il y en a partout. Il y en a, et puis là, il y a vraiment derrière aussi l'idée d'aider le cancer, et c'est vraiment ce à quoi va servir le podcaston. En fait, le podcaston a pour objectif de soutenir des associations à travers les podcasteurs, ou en tout cas ceux qui animent des podcasts. Donc c'est simple. Vous avez un podcast que vous avez l'habitude de faire, et là vous vous dites, pour le podcaston, je vais le consacrer à une association que j'aime, dans laquelle je suis impliquée, et je vais inviter le responsable de l'association. Donc, en ce qui me concerne, comme j'ai la chance d'être la marraine, j'ai eu la chance d'interviewer dans mon podcast Le Ramadi Alain Toledano, qui est le cofondateur de l'Institut Raphaël et qui vient en aide aux patients atteints de cancer en prenant la médecine intégrative, qui est quelque chose que tout le monde devrait appliquer, pas uniquement d'ailleurs lorsqu'on a un cancer. Cette médecine intégrative? La médecine intégrative, c'est qu'on décide de prendre le patient, de le traiter dans sa globalité, comme un être humain à part entière, et on ne traite plus la maladie. On traite l'âme du patient, donc on va chercher tout ce qui ne va pas en dehors de la maladie. Ça n'empêche pas, évidemment, de recevoir les traitements médicamenteux classiques, mais en plus, on va lui proposer plein de thérapies. Donc ça peut être de l'art-thérapie, il va chanter, dessiner, des sports de combat, de la danse, et à travers ces activités, il va libérer d'autres choses, et peut-être ça va l'aider. En tout cas, ça optimise, et ça c'est prouvé, les chances de guérison. Comment ça fonctionne ce podcaston? Comment on aide finalement toutes ces associations, toutes ces opérations avec l'opération? Alors, on va sur le site podcaston.org, il y a 450 podcasts, on regarde les podcasts qui nous intéressent, vous allez voir, il y a des podcasts comme celui de Mathieu Stéphanie qui est assez connu, il y a tous les podcasteurs, qui est une star, Louise Aubéry, enfin vous allez tous les retrouver. Vous allez écouter leurs podcasts. Déjà, l'idée c'est de communiquer sur des associations qui sont pas assez connues, et bien sûr de générer des dons. Donc après, ils vont vous donner toutes les informations pour que vous puissiez faire des dons. Vous avez été quand même la première un peu à aller surfer sur le web, donc avec William Lémergie, d'où le surnom de Laura du Web. Comment vous est venue l'idée, et comment vous êtes retrouvé à Télématin avec un écran? Alors, à l'époque, c'était très compliqué avec la souris de retransmettre l'image. C'était des gros écrans. Et de retransmettre l'image. C'est vous qui avez eu l'idée? Comment vous êtes retrouvé dans cette... J'étais à l'époque, je suis arrivée en tant que stagiaire, j'étais fan de Télématin, donc je voulais absolument, j'étais fan, je regardais l'émission tous les jours. Je voulais absolument faire mon stage dans cette émission. Je faisais des études d'histoire et je ne suis jamais repartie. J'ai fait pendant 2 ans tous les postes de la rédaction et j'étais en charge du site web. C'était très rare à l'époque. Je crois que Télématin est la première émission, en tout cas de France Télévisions, à avoir son propre site internet. Et moi, j'étais en charge de mettre à jour les informations avec des logiciels. J'avais été briefée comme ça, mais j'avais pas de formation spécifique. Et j'avais aussi en charge les mails qu'on nous envoyait, de les trier. Et le matin, William Lémergie dit, alors regardez, on a un mail de telle personne à Dunkerque qui nous dit que. Puis un jour, moi, je lui ai dit, mais pourquoi on ferait pas une chronique internet? Je lui ai écrit sur un papier. Là arrive le Morning Live sur M6 et il dit, il faut que je donne un coup de jeune à Télématin. Et il me dit, mais combien de temps tu mettrais pour me trouver une réponse si je te pose une question en direct? Et sincèrement, j'y connaissais rien. C'est-à-dire que j'y connaissais comme tout le monde, mais voilà, j'étais pas native. Et j'ai dit, écoutez, je lui ai sorti 2-3 mots savants avec un métamoteur comme Copernic, à mon avis, en moins de 10 secondes, je trouve la réponse. Et là, il m'a dit, tu commences demain. Au bluff. Et c'est là où j'ai plus dormi. Parce qu'après, ils vont passer comme histoire. Ah ouais, il faut avoir du culot. En fait, vous êtes à l'antenne grâce au Morning Live. Ouais, on peut dire ça.
Exactement. Incroyable. C'est fou, hein. Mais c'est vrai que c'était une chronique à l'époque, il faut se souvenir. Ah oui, moi, je vous regardais. C'était en 2000, septembre 2000. 2000, c'est-à-dire quand on demandait Internet, on attendait. Oui. Ah oui, on attendait. Hein. Et puis surtout, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de photos. C'était le nombre de gens qui n'avaient pas Internet à la maison, alors que vous leur parliez de choses qui étaient. Le but, c'était de démocratiser. Ce que j'essaie de faire maintenant avec l'IA, tout le monde a peur de l'IA. On se dit, mais vous n'en avez pas peur? Pas du tout. Je pense que justement, de toute façon, on ne peut pas faire machine arrière comme on n'a pas pu faire machine arrière avec Internet, et qu'il faut savoir s'en servir pour justement se réinventer. Et moi, j'utilise même dans l'écriture de mes chroniques Gemini, qui est l'IA de Google, et je dis bon, Gemini, tu peux m'écrire une chronique journalistique à la façon de Laura du Web. Je vous assure que c'est bluffant. Après, je réécris cette chronique, mais ça me fait gagner du temps. Je vais récupérer des informations que peut-être je n'aurais pas trouvées toute seule. Donc, je trouve qu'il faut s'en servir parce qu'on aura toujours besoin d'être humain. Et justement, dans les dangers qui se profilent aussi, hein, puisqu'on voit très bien la manipulation qu'il peut y avoir, on voit très bien aussi toutes les influences, on va pas revenir sur l'actualité du moment, mais comment on s'en prémunit, comment on informe les gens, comment ça se passe, comment on acculture finalement au danger de la manipulation. Non mais déjà, je pense qu'aujourd'hui, on est conscient qu'on peut être manipulé, même nous journalistes, parfois on a du mal, on voit des photos qui sont entièrement trafiquées, et s'il n'y a pas un logiciel qui vient nous aider justement à savoir si la photo a été modifiée, si elle est originale ou pas, on a du mal nous-mêmes à démêler le vrai du faux. Donc évidemment, c'est une question, je pense qu'il y aura de plus en plus d'outils aussi avec l'IA pour nous aider. Comme certains fabriquent des faux, il y aura des outils pour nous aider à traquer les faux. Alors Laura, j'ai appris que vous alliez trahir la ville de Nice, puisque vous allez vous retrouver à Cannes pour France 2, c'est ça? Mais il y a une spéciale Cannes effectivement à Télématin. Non, mais c'est pas une trahison. Ils sont voisins. Puis c'est le cinéma. C'est mon côté provoque. Ouais, non. Et puis, on est ravis de délocaliser Télématin. On l'a déjà fait l'année dernière, et c'est toujours un plaisir d'être là-bas et de couvrir le festival. Est-ce que Télématin, ça vous suffit, ou vous aimeriez avoir d'autres émissions à la télévision, d'avoir des primes, d'avoir des entretiens Alors, non, ça ne me suffit pas, mais je fais plein d'autres choses à côté. Et j'anime l'émission culturelle de TV5 Monde tous les samedis à 19h, qui s'appelle 400 millions de critiques, et ça, c'est extraordinaire. Parce que on se confronte à la culture francophone au sens large. Donc je suis avec un journaliste belge, un journaliste suisse. On a parfois des collègues qui viennent d'Afrique. Guillaume Durand qui avait commencé à présenter le programme. Guillaume Durand qui lorsqu'il est tombé malade, on m'a demandé de le remplacer. Ça a été très compliqué, un vrai problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, légitimité. Ah oui, Guillaume Durand, c'est un puits de culture. Il connaît tout sur tout. Vous pouvez le brancher sur un photographe, sur un peintre. Il connaît tout. Et puis après, la première année, ça a été très compliqué pour moi, même si j'avais certaines connaissances, mais je pouvais pas rivaliser avec le maître. Et puis après, je me suis dit, écoute, mets-toi dans la peau justement du téléspectateur ou de la téléspectatrice qui n'y connaît pas grand-chose. Et comme je suis entourée de cultureux, je leur pose les questions. Ils sont super. Voilà. Des autres chaînes. C'est vraiment un super concept. C'est-à-dire que du coup, vous avez une vision un peu avec tous ces consultants des autres pays. Nous, on avait reçu Guillaume Durand pour cette émission, et vous avez une vision. Enfin, ça vous ouvre l'esprit, parce que évidemment, un Allemand ou un Italien ne fonctionne pas de la même façon, de la même culture. Non, mais surtout c'est une vraie belle émission. La culture francophone, comment est traitée l'actualité culturelle en fonction des pays. Ce qui nous marque, nous, Français, ne va pas du tout marquer les Belges. En tout cas, les Belges ont une ouverture d'esprit. Enfin, moi, j'ai découvert à travers cette émission, mais des choses extraordinaires, des artistes qu'on ne pourrait pas voir chez nous. Et comme quoi, par exemple, qui vous a frappé? Non, alors là, je pense à une série qui a été diffusée en France, mais qui a eu un gros succès en Belgique, qui s'appelle Baraki, et qui va très loin, en fait, dans les clichés qu'ils font, dans l'autodérision, où nous, je pense que ça passerait par attention, c'est pas politiquement correct. Enfin, les Belges, ils sont sans filtre, et ça fait vraiment du bien. Et pourquoi il y a cette différence-là? C'est une différence culturelle, je pense. Ouais. Comment on a appris d'ailleurs ce matin que le Téléthon, je sais pas si vous avez vu l'information. Donnez-la alors. On a récolté plus de 92 millions d'euros. Incroyable. Donc plus que l'année dernière, on se rapproche de notre record. On avait atteint déjà les 100 millions. Téléthon, pour lequel effectivement j'ai une affection toute particulière, et ça fait 12 ans que je collabore à leur côté, et c'est magnifique, surtout dans cette période-là.
Alors l'année prochaine, les dates sont un tout petit à cause de l'inauguration de Notre-Dame. Ça sera fin novembre, donc Laurence Thienot-Herman est en train de dire j'espère qu'on va collecter autant, mais en tout cas on va mettre toute notre énergie pour. Moi, vous postulez des fois pour être tiré au sort avec Laura. Moi, je postule au restaurant, j'ai postulé pour certains tableaux. Non, mais c'est vrai. Vous participez à la tombola qu'on organise. À la tombola. Non, mais ça permet aussi de donner au Téléthon et puis de se dire, peut-être... Non, je fais autre chose, mais sur le terrain, on fait des courses. Moi, j'en prends 3 Ce qui est bien, c'est que le Téléthon, tout le monde peut trouver une manière qui lui convient de participer. Laura Tenucci, vous êtes... comment vous vivez aussi d'un seul coup votre célébrité, parce qu'on va pas le cacher, vous êtes la femme de Christian Estrosi, et souvent la presse vous tombe dessus, il y a plein de choses. Comment vous vivez les attaques de la presse? Vous voulez une réponse sans langue de bois? Ouais. Mal. On parle en vrai. Oui, j'imagine. Ouais. Mal, parce qu'en fait, d'être réduite à être la femme de son mari, parce que c'est encore comme ça que ça se passe aujourd'hui, c'est compliqué d'être dans le viseur, je pense, à certains médias comme Mediapart, parce que vous voulez juste faire votre métier et on va vous prêter des intentions que vous n'avez absolument pas. Je trouve ça très dur. Je trouve ça dur, je trouve ça violent. Et je trouve que dans un monde où justement on parle à la fois de sororité, à la fois il faut parler différemment et ne plus justement en tant que femme être cantonnée à sa position de femme d'eux, on n'y est pas du tout. Il y a un long travail à faire. C'est plus simple, j'imagine, de vous attaquer vous que d'attaquer Christian Estrosi. Pendant un temps, ils se sont cantonnés à mon mari, puis ils se sont dit qu'est-ce qui peut le toucher? C'est peut-être de toucher sa famille. Donc là, on est en plein dedans. Après, je le vis mal, mais voilà, j'ai l'énergie pour combattre tout ça. Et puis, je suis droite dans mes bottes, donc je sais que j'aime faire mon métier, et que j'ai pas envie justement d'arrêter de le faire. Ouais, quand vous parlez de sororité, ça veut dire que dans le camp des femmes, on n'a pas il y a pas plus de soutien que ça. En fait, j'ai été surprise. Quand il y a eu au départ c'est les opposants politiques qui ont dénoncé le fait que je devais participer à un événement pour La Tribune, journal pour lequel je travaillais depuis plus de 5 ans, qui se trouvait à Nice, mais comme je participe à leur événement partout en France. Et j'ai annulé ma participation, j'ai senti que ça crispait. Et après on dit oui, mais vous vous rendez pas compte, quand même, vous êtes retiré, vous avez dit que ça fait 5 ans, mais vous vous rendez pas compte du risque. Donc il y a eu un article après dans Mediapart, et la première personne qui a repris cet article pour faire quelque chose vraiment d'abominable, c'est une femme. C'était dans le quotidien Le Parisien. Et je me suis retrouvée, vraiment critiquée sur ma façon de travailler, parce qu'ils ont en plus rajouté le fait que j'avais participé à l'Eurovision, que j'avais co-animé une émission, la cérémonie d'ouverture pour France Télévisions, parce que c'était à Nice. Et c'était un choix d'Alexandra Redamiel. Et c'était un choix d'Alexandra Redamiel. Et en plus, je suis rémunérée, je suis en CDI à France Télévisions, donc ça ne changeait rien. Ils m'avaient délocalisée en disant que j'étais absolument pas apte à co-animer cette émission en anglais. En illégitimité. Ouais, j'ai trouvé que c'était très dur et que on doit être justement solidaires entre nous. Et les premières à avoir attaqué, c'était des journalistes femmes. Donc ça m'a franchement touchée et blessée. Et du coup, il vous dit quoi, Cricri? Il me dit rien, il me dit de continuer mon métier, il a bien raison. Mais oui. En tous les cas, Laura Tenucci, vous êtes la marraine du podcaston, Laura du web, et Laura au grand cœur aussi. Oui. L'an dernier, 250 000 euros de dons récoltés. On doit faire mieux cette année. On va faire mieux cette année. On va faire mieux. Parce qu'il y a plein de beaux partenaires, donc RFI, l'AFP. Oui, il y a tous les médias qui participent. On vous attend l'année prochaine. Mais avec plaisir. C'est avec fait. plaisir. C'est comme si c'était fait. Et nous aussi, on vous attend sur Sud Radio. Revenez un peu dans les vraies voies. Avec grand plaisir. Alors, podcaston.org, si vous voulez participer, c'est jusqu'à dimanche 31 mars. Et on vous souhaite plein de bonnes choses, Laura. Oui. Merci, et on se sent toujours aussi bien ici. C'est normal. C'est normal. On est des gens normaux. Oui. En tous les cas, bonne continuation. Dans un instant, on va refaire l'actualité du jour avec nos débatteurs jusqu'à midi. Et nous, Gilles, on se retrouve demain. Demain, on recevra Anne Niva pour parler de la Russie. Mais on parlera surtout de qu'est-ce que voient les Russes, qu'est-ce que voient les Ukrainiens, qu'est-ce qu'il y a à la télé russe, qu'est-ce qu'il y a à la télé ukrainienne, qu'est-ce qu'il y a dans les journaux et dans les radios. On va rester médias avec Anne. Dans un instant, donc les débatteurs, Laura, à bientôt. Et on va se retrouver juste après ça pour parler de l'actualité de ce 26 mars. À tout de suite. 28 mars, ou le 26. Sud Radio. C'est Patrick Roger. Nous avons franchi ensemble la barre des 900 000 abonnés de notre chaîne YouTube Sud Radio. Un grand merci à vous tous. C'est votre succès. Sud Radio, parlons vrai.